groupe Solocal Page Jaune pour piloter l'activité Big Data autour de la collecte des audiences des médias Page Jaune, avec un double enjeu fort, garantir la collecte et la restitution fine des audiences et engager les utilisateurs sur le média Page Jaune. Comment fait-on pour engager des utilisateurs qui réalisent des visites ponctuelles et les inciter à utiliser les services de l'entreprise dans la durée? Guillaume va tenter de nous donner des pistes de réflexion en se basant sur l'exemple des 4 millions de visiteurs uniques journaliers sur le site des Pages Jaunes. Alors merci. Effectivement, on va être sur une présentation beaucoup plus marketing et relativement peu technique. L'idée, c'est de trouver effectivement des cas d'usage qu'on peut avoir en termes de marketing. Et en particulier, aujourd'hui, là, le sujet dont on va parler, c'est le big data pour connaître et engager ses utilisateurs. Et donc, effectivement, booster les audiences derrière avec ça, quoi. De quoi on va parler? D'abord, Solocal, qu'est-ce que c'est? C'est pas toujours connu, donc c'est l'occasion d'en dire 2-3 mots. On va parler justement d'outillage, ce qu'on a mis en place, et puis de cadre juridique aussi, des sujets qu'on évoque toujours, même si on en parlera un peu plus sur la présentation d'après. Et enfin, justement, sur ce programme Return, donc pour engager nos utilisateurs, 2 exemples concrets d'actions mises en place. Donc Solocal, c'est quoi? C'est la maison mère de un certain nombre d'entreprises, dont les plus connues sont Page Jaune, que je représente aujourd'hui, Mappy, Eureka, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les chiffres, parce que ce n'est pas l'objet de la réunion. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est un petit peu moins de 5000 collaborateurs qui sont répartis sur tout le territoire français, entre autres, et avec une entité à Rennes qui est assez importante, puisqu'on a une bonne partie de la direction technique qui est basée à Rennes, et notamment toute l'activité que je vais présenter sur la partie connaissance, user, etc., est située à Rennes, à côté d'Henri Fréville. Voilà, donc quelques chiffres effectivement sur la répartition, sur les chiffres d'affaires, etc. Et puis sur l'audience du groupe, ce qu'il faut savoir, c'est quand même 2400 milliards de visites groupe, donc c'est quand même des volumétries très importantes, et on est classifié selon les mois entre 5e, 6e au niveau national, quoi. Concrètement, l'audience, pourquoi et puis comment? Alors déjà, pourquoi? Évidemment, il y a les chiffres qui sont intéressants pour des actionnaires, qui sont intéressants pour un comité exécutif. Donc c'est important d'avoir ces ordres de grandeur, ces chiffres, etc., qui sont suivis comme peut l'être un chiffre d'affaires. Mais on a également des enjeux qui vont au-delà de ça chez Page Jaune, c'est-à-dire qu'on a effectivement nos pros, nos clients qui ont besoin de ces KPI-là pour qu'on leur indique effectivement qu'on puisse leur restituer le nombre de fois où leurs pages ont été affichées, le nombre de fois où un numéro de téléphone a été affiché, etc. Et puis enfin, c'est de ça qu'on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est aussi toutes les analyses qu'on peut avoir autour de l'usage et les actions qu'on peut mener à partir de ces données. Et puis comment la collecte des audiences, c'est plutôt les collectes de l'audience. On a plusieurs modes de collecte, on a des partenaires qui sont connus, par exemple Médiamétrie sur vraiment des statistiques globales d'audience, on a AT Internet, et puis on a aussi toute la collecte interne qui permet d'aller beaucoup plus loin en termes de finesse et qui va nous permettre notamment de restituer de manière détaillée aux pros les informations. Et quelques chiffres effectivement en termes de volumétrie, le cluster CDH aujourd'hui c'est près de 900 téraoctets de capacité de stockage, donc cumulé on dépasse le pétaoctet de données, quoi. Donc c'est quand même des volumétries très importantes. Et puis si on rentre plus dans le détail, pour connaître un petit peu nos utilisateurs, quelques statistiques globales, on a un usage qui est quand même très majoritairement browsing, mais un usage qui est aussi globalement beaucoup en mobilité. On le voit, 57% des usages browsing sont sur du mobile. Et puis on a un usage qui est en termes d'applicatifs, que ce soit iOS ou Android, beaucoup plus faible en volume, mais on va le voir par la suite, qui a un niveau de qualitatif qui est beaucoup plus intéressant. Et en particulier, quand on regarde le détail, en fait, on se rend compte qu'on a un engagement et une fréquence d'usage qui varie beaucoup selon les supports. Et en particulier, un petit schéma rapide, en fait, on a travaillé sur la partie engagement. Donc l'engagement, c'est quoi? C'est ce que vont faire les utilisateurs sur le média. De l'engagement basique qui va être plutôt j'arrive, je regarde les coordonnées d'un pro et puis hop, j'ai fini, à l'engagement vraiment plus engagé justement, qui va être l'utilisateur qui va soit arriver en mode connecté, soit qui va faire des transactions. On peut réserver sur Page Jaune un médecin, un restaurant, etc. Et on va pouvoir effectivement différencier l'acteur, l'utilisateur qui est vraiment engagé de l'utilisateur qui a un usage plus classique, plus basique. Et on va également comparer ça à la régularité de ses visites, la RFR pour fréquence et récurrence. Et quand on regarde ça, en fait, alors j'ai les chiffres exacts parce que je suis pas autorisé à les présenter, mais au moins vous avez la matrice, on se rend compte qu'on a quand même un usage basique qui est très important. On a des volumétries d'audience qui sont très fortes,
Mais le pendant d'avoir des volumétries d'audience très fortes, c'est que beaucoup de nos audiences sont sur un usage très ponctuel. La personne arrive, elle fait une recherche, soit via un moteur de recherche, soit en direct sur page jaune. Elle a son information et elle s'arrête là. Et ça, plus on est sur le browsing, en particulier le browsing Things, plus cette tendance est forte. Inversement, plus on est sur un outil applicatif, plus l'usage va être engagé parce que l'utilisateur va aller plus loin, va faire plusieurs recherches, va faire des contributions, va poser des photos, des avis, ou va prendre des réservations. Un deuxième constat qu'on a fait, c'est que le taux de contact par visite, donc si on regarde le schéma en termes d'intérêt pour nous, c'est d'abord la visite, la personne arrive sur le média, ensuite la visite utile, la personne va afficher des professionnels, le contact, c'est qu'il va aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va afficher, exploiter un numéro de téléphone en appelant, il va aller sur le lien du site web de l'entreprise, etc. Et le dernier taux de contribution, le taux de conversion, c'est la partie dépôt d'avis ou transactionnel, prendre un rendez-vous sur le site. Bien, on constate que ces taux de conversion successifs, en fait, ils vont du simple au double selon l'origine. Si on est sur une origine via une recherche sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, ou si on vient en direct sur l'application, on a des taux de conversion qui sont bien meilleurs quand on est sur la partie application, parce que la personne connaît le média et va l'utiliser, par une recherche issue du SEO. Alors, quelle conclusion à ça ? La conclusion, c'est que si on veut travailler nos audiences, augmenter nos audiences et engager nos utilisateurs, il faut qu'on déplace les usages, qu'on incite de plus en plus effectivement les utilisateurs à aller travailler, à utiliser effectivement le média sur la partie app, ou en tout cas sur la partie mobile, de booster la récurrence de visite, parce qu'effectivement un utilisateur qui vient une fois de plus dans le mois, si on multiplie ça par une volumétrie importante d'utilisateurs, on va de fait booster les audiences. Et donc, c'est transformer en fait l'usage occasionnel, potentiellement SEO, majoritairement à récupérer des coordonnées et majoritairement browsing, vers de la visite directe, régulière, plutôt sur l'applicatif et idéalement en mode logué, connecté, puisque ça permet des fonctionnalités supplémentaires et donc avec des actions engageantes. Voilà un peu le cadre en fait qui nous a permis en fait de constater, d'analyser et puis de lancer des actions derrière, quoi. Alors, avant de parler des exemples concrets d'actions qu'on a réalisées, je vais vous parler un petit peu de deux sujets, le cadre juridique puis le cadre technique. Sur la partie technique, un de nos enjeux, c'est de réconcilier, de lier et normaliser la donnée, et en particulier de mettre en place ce qu'on appelle une Data Management Platform, une DMP, et on va voir justement ce que ça nous apporte. Et puis, deuxième point, alors je passerai assez rapidement, parce que vous aurez l'occasion, je pense, d'en discuter dans la conférence d'après, mais on va parler aussi des enjeux autour du juridique, parce qu'on est sur la donnée d'utilisateur, donc évidemment de la donnée potentiellement personnelle qu'on va exploiter, et donc on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut. Il y a un cadre par rapport à ça qu'on doit évidemment prendre en compte. Alors la partie DMP, une DMP c'est quoi ? Ça pourrait être considéré comme une grosse boîte dans laquelle on fourre toutes les données, et puis voilà. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Évidemment, nous, notre volonté, c'est de centraliser la donnée, exploiter la richesse de l'information, enrichir avec des nouvelles données. Pourquoi ? Tout simplement pour trois enjeux. D'abord, la finesse et la précision des segments. Plus nos segments sont fins, plus on connaît bien l'utilisateur et plus on peut agir de manière efficace. C'est d'avoir de nouveaux leviers d'action. Qui dit avoir de nouvelles données, ça nous permet d'agir aussi autrement. Et enfin, d'optimiser nos temps de traitement pour diminuer au maximum ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire la capacité d'agir vite et pas trop tard par rapport aux attentes de l'utilisateur. Et effectivement, on va le voir, on a aussi des enjeux, effectivement, quand on met toutes ces données au même endroit, François en parlait juste avant, c'est qu'on a un enjeu fort de réconciliation de la donnée. Et on va le voir dans nos exemples, finalement, les contraintes qu'on peut avoir. Quelques généralités. Une Data Management Platform, c'est quoi ? C'est trois grandes parties, et donc, quelque part, qui sont trois grandes étapes qu'il vaut mieux faire l'une après l'autre, qui sont, en termes de nommage, relativement simples. La first party data, second party data et third party data. La première, c'est toutes les données que vous avez déjà chez vous, donc qui sont des données internes. La deuxième, c'est toutes les données de vos partenaires. Et puis la troisième, ça va être les données extérieures, qu'elles soient achetées ou open data. Et comme je le disais, ce qui est important, c'est le fait d'être sur un travail par étapes. Pourquoi étape par étape ? Parce que ça permet effectivement d'avoir un ROI et une maîtrise des coûts d'investissement. C'est-à-dire que chaque étape permet d'avoir déjà des premiers retours sur investissement, donc de maîtriser les tests, d'avoir une démarche test and learn, et puis ensuite, avant de lancer la suivante, de pouvoir convaincre sur la première étape de l'effet bénéfique et des résultats avant de lancer la seconde.
Voilà. Dans le cadre de page jaune, qu'est-ce qu'on a mis finalement dans notre DMP? Alors vous le voyez, en fait, je parle de 3 étapes, parce que ça c'est la théorie générique. En fait, la première, on l'a découpée en 2 morceaux. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, la première chose finalement pour nous, la première étape, c'est vraiment la donnée d'audience. Et on a plusieurs sources sur les données d'audience. Donc déjà, cette première étape, c'est de réconcilier ces données d'audience, les rendre cohérentes entre elles, et puis de pouvoir les exploiter. Par exemple, d'avoir le parcours utilisateur, j'en ai parlé, la récence, fréquence et récurrence de visite, les engagements. Et l'avantage de cette première partie, c'est que déjà, on a une qualité qu'on maîtrise, puisque c'est la qualité de notre propre donnée. On a effectivement un volume très important dans le cadre de page jaune, puisqu'on a des volumétries d'audience qui sont très importantes. Et puis le dernier point, c'est que c'est de la gratuité des données. C'est des données dont on est propriétaire, sur lesquelles on n'a pas de coûts, si ce n'est les coûts d'outillage. L'inconvénient, effectivement, c'est qu'on a des données uniquement jaunes, donc qui viennent uniquement de page jaune, donc qui sont forcément liées à l'activité sur page jaune. Et puis, on n'a pas d'informations sur le profil de l'utilisateur. On a des informations sur le parcours, mais pas sur qui est la personne. Donc la deuxième étape, en fait, toujours dans notre first party, c'est de rajouter des données qui sont du jaune, mais qui ne sont pas forcément directement des données d'audience, et en particulier, par exemple, avoir les données du compte, donc les informations du compte utilisateur s'il s'en est créé un, les informations sur les favoris, donc sur page jaune, on peut mettre en favori des différents professionnels, donc on va récupérer ces informations-là, et ça nous permet justement d'avoir des profilages et des informations plus précises sur l'utilisateur, notamment dans le cadre du compte, sur le sexe, la catégorie socio-professionnelle, l'âge, etc. L'inconvénient, c'est qu'on a des volumétries qui sont beaucoup plus faibles. Évidemment, les utilisateurs sont très nombreux, les utilisateurs logués sont beaucoup moins nombreux, donc les volumétries sont plus faibles. Et puis on a aussi des contraintes juridiques qui, de fait, sont plus importantes. Voilà pour la first party. La deuxième partie, on a rajouté effectivement des données qu'on récupère via nos partenaires, de la géolocalisation, les campagnes marketing et les retours sur ces campagnes. Eureka, qui est un des sites, j'en ai parlé tout à l'heure, un des sites du groupe, sur lesquels il y a des informations qui sont exploitables, qui sont intéressantes. Et ça nous permet effectivement d'aller plus loin sur la connaissance de l'utilisateur et sur nos capacités à agir. L'avantage, c'est qu'ici, on récupère des habitudes d'utilisateur, des gestions de la pression marketing. Il est évident que pour chaque action marketing, il faut effectivement gérer la pression, c'est-à-dire qu'on ne va pas solliciter 10 fois le même utilisateur dans la même journée pour des sujets différents. Et puis ça nous permet aussi d'avoir des informations sur les centres d'intérêt de l'utilisateur, parce qu'on a déjà un des premiers niveaux d'intérêt en termes de cross-média. Et les inconvénients, c'est les coûts qui sont déjà un peu plus importants, qui sont des coûts directs potentiels de paiement sur un partenaire, mais aussi des coûts de réconciliation qui sont plus importants parce que la donnée, elle est extérieure, en tout cas via des partenaires, donc on a besoin de réconcilier ces données, et forcément, ça a un coût. Et puis, on a effectivement une dépendance à ces partenaires-là et des contraintes juridiques qui, de fait, plus on va loin dans l'exploitation de données, plus la contrainte juridique, entre guillemets, est à prendre en compte en amont et peut-être importante à prendre en compte. Dernier élément sur lequel je détaillerai un peu moins, parce qu'on a moins avancé sur cette partie-là. Je prends l'exemple de Gravity. Alors Gravity, c'est quoi? Vous en avez peut-être entendu parler dans la presse. C'est la volonté d'un certain nombre d'acteurs du numérique, dont sur local, de se regrouper pour pouvoir faire face à des grands du web, sans parler de travail d'être d'égal à égal, mais au moins d'être un petit peu légitime en termes de volumétrie de données et de qualité de données, pour pouvoir agir et réagir. Et on a dans Gravity en fait une alliance entre ces deux grands du numérique pour partager de la donnée et travailler ensemble. Donc on a notamment l'équipe M6, Sud-Ouest, Solocal, etc., SFR je crois aussi, enfin un certain nombre d'acteurs qui ont décidé en fait de travailler ensemble pour partager de la donnée et chacun agir effectivement à leur niveau. Donc ce qu'on va trouver par rapport à ça, c'est des habitudes de connexion, des centres d'intérêt plus complets, on parle de journal sportif, savoir que l'utilisateur est amené à aller souvent sur des médias sportifs, ça donne une information qui peut être exploitée différemment que si on découvre qu'il va surtout sur des médias un peu type santé ou autre, quoi. L'inconvénient, très clairement, c'est la qualité, qui peut être très disparate. Effectivement, chacun maîtrise sa qualité à son niveau, les engagements, les exigences de chacun ne sont pas forcément les mêmes. On a des coûts qui sont d'autant plus importants, de réconciliation évidemment, mais aussi des coûts qui peuvent être des coûts d'achat d'informations. Dans ce cas de Gravity, c'est plutôt du partage d'échanges. Par contre, on peut avoir des cas d'achat de données, donc forcément, c'est des coûts qu'il faut provisionner. Et puis, évidemment, l'aspect juridique qui est d'autant plus important. Donc voilà pour ça. Si on voulait résumer en quelques mots les avantages de chacune des étapes, déjà la première, c'est vraiment
l'aspect chronologique il est important, c'est que la première, c'est déjà la première étape sur laquelle travailler. Beaucoup d'entreprises ont finalement beaucoup de données, et avant d'aller chercher, en récupérer ailleurs, commençons par travailler ce qu'on a chez nous. Et c'est clairement stratégique parce que d'abord on en est propriétaire, que ce soit de la donnée d'audience, de CRM, de RP, donc on maîtrise ses coûts, on maîtrise aussi sa qualité, soit c'est déjà de bonne qualité, soit si la qualité n'est pas satisfaisante, on est à même de travailler dessus. On a aussi une donnée qui est relativement facilement accessible, et qui clairement va servir de base à chacune des actions. La seconde partie, c'est ce qui va nous permettre finalement d'enrichir et de booster clairement les actions, que ce soit par des problématiques de volumétrie, parce qu'on a trop peu de données en interne, donc ça permet de les enrichir, ou alors même si on a beaucoup de volumétrie, ça permet effectivement, je prends l'exemple de PageJaune, on a beaucoup de volumétrie, mais finalement une volumétrie sur une typologie d'activité relativement restreinte, donc ça nous permet d'élargir largement cette typologie et d'avoir effectivement un levier d'accélération. Et la troisième partie, il y a beaucoup d'entreprises qui ont investi fortement, des grands groupes qui ont investi fortement sur les aspects DMP. Aujourd'hui, beaucoup de questions se posent, parce que effectivement, est-ce que cet investissement, qui est un investissement fort en termes de coûts et d'outillage, est-il rentable? En fait, on constate que ces actions, elles ont plutôt, donc sur le cadre de la third party, des ROI qui sont variables, qui sont plutôt dans le temps, donc qui sont difficiles aussi à mesurer. Et puis qui dit un coût d'investissement fort et un retour sur investissement dans la durée difficilement maîtrisable, forcément ça peut poser question. On a aussi une vraie question, c'est que souvent le partage de données, la récupération de données, en tout cas sur la partie données d'audience par exemple, c'est très lié aux cookies. Et les cookies, c'est une donnée qui est relativement fragile dans le sens où l'utilisateur peut être amené à l'effacer, à les supprimer, et donc du coup la durée, la pérennité de la donnée dans le temps peut poser question. Et puis c'est aussi celle qui est plus impactée par les contraintes juridiques. Donc forcément, qui dit contrainte juridique dit devoir les prendre en compte. Donc savoir gérer ça, c'est aussi savoir maîtriser c'est un coût complémentaire sur lequel il faut travailler, quoi. Donc c'est une troisième partie qui est avec un ROI parfois moins facile à expliciter, et donc sur lesquels il vaut mieux vraiment bien se poser la question, il vaut mieux adresser les premières étapes en premier lieu. Voilà sur les aspects, j'allais dire techniques, mais on n'est pas rentré très loin dans la technique. J'ai deux slides sur la partie juridique. Un premier pour dire, si vous ne le savez pas déjà, que la loi bouge. Elle a déjà bougé puisque les sanctions sont déjà passées à 3 millions il y a un an et vont augmenter effectivement à partir de l'année prochaine, avec des coûts effectivement qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc pour le cadre effectivement de PageJaune, en l'occurrence, on est 4% du CA Group, donc c'est sur des coûts qui peuvent être très importants. Puis le deuxième risque, c'est un risque d'image. Évidemment, si on fait n'importe quoi avec les données, si un journaliste qui fait bien son boulot s'en empare, on a un coût d'image après qui peut être assez négatif. On a tous en tête des exemples justement d'entreprises qui ont effectivement soit mal maîtrisé leurs données, soit ont eu des partenaires avec lesquels ils ont maîtrisé leurs données. Effectivement, en termes d'image, ça peut être problématique. Donc voilà, donc des bonnes questions qu'il faut se poser au départ. D'abord, qu'est-ce que je vais en faire ? Avant de tout collecter, effectivement, il faut déterminer les finalités du traitement et se poser la question de quelles données j'ai vraiment besoin. Un exemple concret, on récupère des données sur tout ce qui est recherche de boucherie. Bon, là, il n'y a aucun souci. Par contre, si on récupère une finesse plus fine, justement, et on va récupérer tout ce qui est recherche sur les boucheries halal, là, on est sur de la donnée sensible. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces données? Ou est-ce qu'il faut être un cran au-dessus et agréger la donnée et pour être sur des données moins sensibles, sur lesquelles on maîtrisera mieux les sujets, on aura moins de contraintes juridiques, et ça sera très largement suffisant pour ce qu'on fait. L'autre question, c'est comment je vais les collecter, puisqu'effectivement, les méthodes de collecte, elles sont directement liées à l'aspect juridique. Est-ce que j'ai un accord explicite ou non de l'utilisateur? Comment je sécurise ma collecte pour que, effectivement, la donnée parte pas dans la nature? Qui aura accès à ces données? Aujourd'hui, est-ce que souvent, beaucoup d'entreprises revendiquent le côté data-driven avec n'importe qui dans l'entreprise doit être capable de consolider la donnée? Oui, mais peut-être pas toute la donnée, peut-être que de la donnée agrégée, etc. Et garantir effectivement que ce soit que certaines équipes, certaines personnes très spécifiques qui ont le droit à l'accès à la donnée qu'on considère comme sensible. Et puis enfin, un dernier élément qui est très important, c'est la durée de stockage. Il y a quelques années de ça encore, on était plutôt dans une tendance à se dire on collecte tout, on garde tout et on se pose jamais la question. Bon, maintenant, le juridique nous impose de systématiquement fixer une durée de stockage, une durée d'attention. Dans le cadre de PageJaune, par exemple, selon les sources de la donnée d'audience, on va garder entre 13 pour 1 an et puis le mois glissant, à 24 mois pour donc 2 ans et le mois glissant, sur la donnée d'audience. Sur la donnée autour du compte, on va la garder un peu plus longtemps. Donc tout va dépendre effectivement du besoin, de l'usage
pour qu'on puisse effectivement se poser la question. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut systématiquement être capable de fixer cette durée de rétention. Voilà pour les aspects juridiques. Et puis du coup, on va passer un petit peu à concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on peut faire. Dans ce cadre de ce programme, on va parler de 2 sujets. Alors, les exemples d'action, il y en a plein, il y en a beaucoup, j'en ai listé là quelques-uns, mais qui ne sont pas les seuls, entre la partie segmentation, multiverticale, donc on parlait tout à l'heure, par exemple, je suis utilisateur, je vais aller chercher un cinéma, je vais avoir besoin aussi d'un taxi, par exemple, pour rentrer tard, des choses comme ça. L'idée, c'est quoi? C'est de savoir que cette personne-là, elle va chercher effectivement un cinéma le soir, on va lui proposer une pizzeria avant, et puis un taxi après, par exemple, des choses comme ça. Agir de façon géolocalisée, quand on a la donnée XY, ça permet aussi d'aller pusher la bonne information au bon moment. Et puis on va être focus aujourd'hui sur 2 sujets. Ça va être la partie moment de vie, en gros accompagner l'utilisateur dans la durée sur des éléments qui sont marquants dans sa vie. Et puis un deuxième usage qui est un usage cross-média, qui lui va utiliser à la fois de la donnée first party et seconde party, puisqu'on va croiser la donnée avec de la donnée partenaire. Moment de vie, alors l'objectif c'est quoi? C'est d'identifier des moments clés de la vie de l'utilisateur, et puis plutôt que d'être sur une seule recherche dans le mois sur un sujet, on va dire, tiens, pour ce sujet qui va te prendre du temps et qui va être important pour toi dans ta vie pendant les semaines qui viennent, les mois qui viennent, on va t'accompagner tout au long de ça. Donc on a identifié un certain nombre de moments, le mariage, la naissance, le déménagement, l'achat de voiture, l'achat ou l'adoption d'un animal, la préparation d'un voyage, l'achat d'une maison, enfin, on peut en identifier pas mal. Après, on a choisi ceux qui nous paraissaient les plus pertinents et les moins, on va dire, qui n'ont pas d'aspect un petit, qui soient, on va dire, juridiquement ou humainement contraignants. Je prends l'exemple des sujets autour de la santé, du décès, etc. C'est des choses qu'on a assez directement mis de côté. Donc, si on focus sur le premier, le mariage, alors, je ne sais pas qui dans la salle s'est déjà marié ou y a pas déjà pensé ou est en cours, mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup de choses finalement, et ça se retrouve dans les recherches qui sont faites sur Page Jaune. On a beaucoup de recherches autour de la table, les faire-part, les fleuristes, le coiffeur, l'animation, la location de salle. Donc toutes ces recherches-là, finalement, elles sont liées effectivement au mot-clé mariage et donc à la thématique. Donc finalement, ce qu'on s'est dit, mais l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait finalement? Il fait tout ça, mais il y a peut-être une chronologie, il y a peut-être un lien entre chacune des actions. On prend les 2 principales, par exemple, les 2 recherches les plus fréquentes, organisation de mariage, robe de mariée. Déjà, ce qu'on constate, c'est que c'est des volumes importants, mais finalement, on n'a que 2000 utilisateurs qui font les 2 activités. Puis deuxième élément, c'est que la très grande majorité, plus de 75%, commence par la partie organisation de mariage et enchaîne sur la partie robe de mariée. Donc il y a une temporalité entre les 2. Par contre, cette temporalité, on constate qu'elle est très faible. Il y a effectivement notamment beaucoup de recherches qui sont faites dans la même session. Donc en gros, je fais organisation de mariage et direct après, je fais robe de mariée. Qu'est-ce qu'on conclut de ça? On extrapole, on continue, et puis on se rend compte qu'il y a effectivement une sorte de timeline sur la recherche autour du mariage et ce qu'on peut faire. Avec les éléments déclencheurs qui sont les premières actions, l'organisation, la robe, assez vite après le photographe, et puis au fil du temps, on va jusqu'à, plus on se rapproche de l'événement, du jour J, plus on fait des recherches qui sont plutôt sur la partie fleurs, coiffeur, institut de beauté, et on se prépare sur les derniers jours. Donc, quelque part, quand on voit ça, on se dit, oui, c'est logique. Mais là, c'est la donnée qui nous le prouve et ça nous permet de mettre une temporalité en termes d'action derrière. Donc derrière, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? 3 exemples de scénarii d'action. Le premier, c'est de se dire, la personne, elle a fait une recherche organisation de mariage, mais elle n'a pas fait la recherche robe de mariée. Écoute, dans ces cas-là, si à J+1, elle ne l'a pas fait, on va lui pusher le truc. Comme ça va inciter effectivement à revenir sur le média pour une autre thématique et aller plus loin. Et si c'est 2 mecs, écoute, on est tombé à côté de la plaque. C'est pour ça que plus on connaît l'information, plus on évite justement de se tromper, quoi. Mais alors là, on est sur des sujets, voilà. Donc c'est toujours la problématique entre où est-ce qu'on est sensible ou pas sensible. Deuxième scénario, on est sur un déclencheur où on a à la fois l'organisation et à la fois la partie robe de mariée. J'éteins le téléphone parce qu'on m'appelle, mais c'est pas le bon moment. Et l'action qu'on va porter derrière, c'est de se dire, voilà, alors la personne, elle a fait les 2 recherches, elle est très intéressée. Bon, à J+10, c'est le bon moment, on va lui pousser la partie photographe de mariage parce que c'est le moment d'y penser, quoi. Et autre scénario, même typologie, même déclencheur, on va proposer la partie traiteur, organisation de réception, là pour le coup à J+5 parce que c'est le bon timing pour agir. Donc voilà les exemples. Dernier petit point, vous savez tous, ou si vous ne le savez pas, pour information, ce qu'on dit toujours, c'est qu'une action marketing, c'est la bonne personne, le bon message, mais également le bon timing. Donc là, on a parlé de timing en termes de temporalité
juste après. Mais si on regarde un peu plus dans le détail la répartition du timing, ce qu'on constate, c'est deux choses. D'abord, dans la semaine, il y a beaucoup de recherches le samedi. Et ça, si on regarde par rapport au volume des données page jaune, on se rend compte que c'est assez atypique. La plupart, l'audience est beaucoup plus forte chez page jaune en semaine que le samedi. Donc là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui est assez différenciant sur ces recherches-là. Deuxième élément, la répartition dans la journée. Là aussi, on constate que nos pics d'audience sur ces sujets-là ne sont pas exactement les mêmes que ce qu'on a de manière classique. En particulier, le matin, on a moins de recherches sur le mariage, et on en a beaucoup plus en fin de journée, voire le soir. Donc du coup, ça nous permet aussi de temporaliser le message en disant effectivement le bon moment, c'est plutôt effectivement si on peut se rapprocher du week-end ou si on peut proposer plutôt le message le soir. Voilà pour le premier exemple. Le deuxième, Eureka. Eureka, donc, c'est un site du groupe. Il publie des articles d'experts pour informer sur le quotidien. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ça représente quand même 12 millions de vues par mois, par jour, ça serait bien, et 150 000 articles qui sont lus. Donc, c'est quand même des volumétries importantes. Et derrière, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font sur page jaune? En l'occurrence, c'est bien, il y en a 18% qui viennent sur page jaune. Ça veut dire aussi qu'il y en a 80% qui viennent sur Eureka, qui font des choses sur Eureka, sur lesquelles on a de l'information, et sur lesquelles, finalement, on ne fait rien. Donc ça veut dire 9 millions de VU potentiels pour page jaune. Si on regarde plus dans le détail, en fait, tout simplement, on a fait là sur trois sous-catégories, le calcul, ordinateur, machine à coudre, téléphonie, sur les articles sur les ordinateurs, ça fait 60 000 personnes qui sont venues sur Eureka, dont 47 000 qui ne sont pas venues sur page jaune. Du coup, s'ils s'intéressent à un sujet réparation d'ordinateur, peut-être que c'est intéressant de leur proposer des pros qui peuvent les accompagner, quoi. Donc c'est du potentiel qu'on peut adresser. Sauf que ça, c'est la théorie. En pratique, on a une vraie question, c'est comment on fait coïncider cette donnée. Comment est-ce qu'effectivement mon article pour entretenir soi-même sa voiture, je le transforme en c'est un garagiste qui cherche. En particulier un garagiste qui est spécialisé dans l'entretien de voiture. La première étape, c'est de se dire il y a une catégorisation chez Eureka, avec un titre, un univers, une niche, et puis j'ai une catégorisation chez page jaune, donc je vais essayer de faire le lien. Donc je peux le faire, mais aujourd'hui, ça donne des résultats surtout de façon empirique, et généraliser ça à l'ensemble, d'un point de vue calcul, d'un point de vue temps, c'est pas jouable en fait, parce que c'est surtout du temps humain, donc c'est pas efficace. Donc il faut qu'on aille plus loin, et aller plus loin, c'est de travailler sur des technologies plutôt data science que BI, et qui vont au-delà de la simple jointure de base de données. En particulier, on va travailler sur le traitement automatique du langage, on va identifier en fait les entités nommées qui sont intéressantes. Par exemple, dans ce texte-là, il y a voiture, il y a constructeur, il y a entretien, il y a révision, et trouver ça. Et donc ça, déjà, ça nous permet effectivement, quand on fait l'exercice, de retrouver effectivement dans la phrase les éléments importants, et de pouvoir effectivement réconcilier. Sauf que on a toujours des complexités qui sont génériques, qui ne sont pas propres à notre problématique. Typiquement, je parle d'entretien, mais entretien, ça veut dire quoi? On parle d'entretien d'embauche, on parle d'entretien ménager, on parle d'entretien de voiture. Si je n'ai pas cette information, je ne vais pas pouvoir réconcilier de manière efficace, et mon message à la fin, il va être complètement à côté de la plaque. Donc du coup, ça a des bons résultats, mais il faut aller plus loin. Et aller plus loin, en fait, c'est de travailler sur des technologies de machine learning. Donc je ne vais pas vous faire l'exercice classique de on met effectivement à l'ordinateur des images de chat, des images de non-chat, et puis à la fin, on lui fait poser la question. Le premier, oui, c'est un chat, le deuxième, non, le troisième, oui, puis le quatrième, ça commence à être plus dur. Et là, effectivement, le doute s'installe. Donc l'objectif, c'est quoi dans notre cas? C'est effectivement de savoir répondre à oui ou non. Est-ce qu'on parle d'entretien de voiture, et donc de garagiste, ou est-ce qu'effectivement, non, on ne parle pas d'entretien de voiture et pas de garagiste? Et c'est ces technologies-là qui nous ont permis effectivement de réconcilier la donnée, et derrière de pouvoir agir de manière fiable sur nos users. Donc le bilan, c'est qu'effectivement, aujourd'hui on parle d'MP, on parle de réconciliation de données. Effectivement, il ne s'agit pas juste de réconcilier des ID, ça va beaucoup plus loin que ça. Et là, en l'occurrence, sur des catégorisations, des choses comme ça, on est obligé d'utiliser des méthodes technologiques qui vont plus loin pour réconcilier et exploiter les données. Tac, voilà. En termes de conclusion, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la donnée, elle a de la valeur, elle peut être exploitée. Par contre, il faut, je pense, deux choses qu'il faut retenir. C'est un, la démarche test and learn, parce qu'aujourd'hui, des idées, on peut en avoir, mais il faut éviter de construire des choses trop complexes, trop coûteuses avant de tester. C'est pour ça que, typiquement, dans l'exemple d'Eureka, il vaut mieux d'abord travailler sur quelques articles, les tester et voir ce que ça donne. Et puis ensuite, d'investir sur l'industrialisation. Puis le deuxième point, c'est qu'il faut aussi éviter de sortir
de l'idée parfois reçue qui est qu'effectivement, regrouper de la donnée, c'est faire une jointure d'ID, des choses comme ça. Et on a besoin effectivement de profils et de méthodes qui vont au-delà du BI et qui permettent d'aller plus loin dans la réconciliation de données ou d'outillages qui le permettent. Parce qu'effectivement, c'est vrai dans un cadre de données internes, c'est d'autant plus vrai dans un cadre de données seconde partie sur la partie partenariat, des choses comme ça. Et c'est d'autant plus vrai quand on va aller réconcilier de la donnée extérieure, qu'elle soit open data, qu'elle soit de la donnée achetée, etc. Et les exemples qui ont été présentés tout à l'heure, que ce soit la donnée d'adresse, ici sur de la réconciliation d'articles et de catégories, on a besoin effectivement d'utiliser des méthodes qui vont plus loin. Et l'idée d'une DMP, c'est pas juste de regrouper la donnée, mais c'est que ces méthodes soient finalement préenregistrées, précalculées dans l'outil, pour que derrière, la personne du métier, du marketing, soit autonome pour exploiter la donnée, sans avoir besoin de se poser ces questions-là de comment je réconcilie, est-ce que ma réconciliation est bonne. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions autour de ça. Je ne sais pas si également vous êtes déjà à travailler sur de la first party, seconde party ou third party data. Tac. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question. Comment vous avez défini une session d'utilisateur quand vous n'avez pas les pages profil? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, une session, en fait, c'est défini d'un point de vue, on va dire, métier. C'est-à-dire que c'est un choix, en fait, de définir une temporalité en se disant une session, c'est telle durée, effectivement, sur un même utilisateur. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre de identifier, effectivement, si on est sur une session ou pas. On a des problématiques liées à ça. C'est qu'aujourd'hui, je parlais des usages browsing, fixe, app. Aujourd'hui, typiquement, une session, d'un point de vue métier, c'est pas exactement la même chose sur l'app et sur le browsing. Donc, on a des complexités, là aussi, en termes de réconciliation, pour qu'on parle bien de la même chose et qu'on puisse bien comparer la même chose. Merci. Pas d'autres questions? Merci pour la présentation. Tu parlais tout à l'heure du cookie qui était en fait le moyen quelque part de sessioniser le parcours client. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres techniques aujourd'hui comme l'empreinte navigateur par exemple qui peuvent être utilisées et qui sont utilisables? Il existe beaucoup de méthodes. Après, la vraie question qu'il faut se poser, c'est effectivement laquelle est la plus efficace par rapport aux besoins. Et en fait, nous, on a plusieurs niveaux de réconciliation. Je parlais déjà de la partie effectivement partenariat. Aujourd'hui, on a des ID qui sont effectivement identifiés et qui ont, on parle de cookies, mais qui ont effectivement des durées de vie, des qualités qui sont différentes si on est sur un usage browsing fixe, sur lequel on va potentiellement plus souvent effacer l'information, que sur un usage app, quand on est sur l'application, sauf à désinstaller l'application, généralement, l'ID, on va le garder dans la durée, quoi. Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. On a eu des cas, par exemple, si la personne, pour X ou Y raison, modifie son app, ou si sur une montée de version, on perd l'ID, effectivement, on a une problématique après de conservation de la donnée dans la durée. Donc souvent, on se pose la question de se dire, effectivement, est-ce que c'est cet ID-là qui va nous servir, ou est-ce que c'est d'autres éléments qu'on va croiser qui nous permettent d'avoir une ID? C'est des questions qu'on se pose, mais aujourd'hui, on reste effectivement sur ces données plutôt type cookie, parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui quand même d'avoir le meilleur ratio en termes de coût et en termes de qualité dans la durée, quoi. Puis après, il y a des problématiques juridiques aussi qui vont se poser. On a d'autres ID qu'on peut récupérer via des campagnes marketing ou des choses comme ça. Après, c'est des ID sur lesquels, effectivement, on est plus contraint. Donc, effectivement, il faut se poser la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, entre guillemets? Est-ce qu'effectivement, on peut le faire? Et si on peut le faire, quel coût associé pour pouvoir respecter la loi par rapport à ça? Désolé d'accaparer le micro, mais le sujet est intéressant. Tu parlais tout à l'heure du projet, enfin qui est plus qu'un projet maintenant, Gravity, qui vise justement au partage de données entre différents organismes. Justement, jusqu'à quel point vous allez être en mesure de pouvoir partager ces données? Il y a une notion d'opt-in, justement, du point de vue de l'utilisateur. Tout ce qui est GDPR, tu l'as mentionné aussi. Est-ce que, du coup, cette association est viable? Alors, c'est une très bonne question, sur laquelle je ne pense pas que je serais amené à te donner une réponse aussi précise que tu le souhaites. D'abord, en fait, aujourd'hui, elle se construit de manière empirique. D'abord, il y a une première étape qui était l'aspect communication autour de ça, pour créer le mouvement, créer la dynamique. Puisque c'est important, effectivement, d'abord d'avoir des acteurs clés qui se mettent ensemble pour travailler, mais pourquoi pas d'en trouver d'autres. Aujourd'hui, où on en est, on a déjà du partage d'informations.
Mais en toute transparence, on a plusieurs modes de collecte, on a plusieurs niveaux de finesse d'information. Aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche où on donne un premier niveau, on récupère ce qu'on voit en face, on voit si on est satisfait, pas satisfait, et puis ça va se construire de manière empirique. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est viable? Ça dépend ce qu'on met derrière. Est-ce que ça nous apporte de la valeur? Oui, ça nous apporte de la valeur. Est-ce que la valeur, elle est au niveau de l'attendu? C'est ce que je parlais sur la partie, c'est que les niveaux de qualité ne sont pas forcément les mêmes, les volumétries ne sont pas forcément les mêmes, comment on agrège la donnée. Donc, effectivement, jusqu'où effectivement, le gain qu'on a par rapport à ça, au regard du prix qu'il y a pour réconcilier la donnée et puis la traiter, est intéressant. Et aujourd'hui, c'est encore trop jeune et trop tôt pour qu'on puisse effectivement, de manière certaine, répondre à ces questions. Mais c'est des sujets sur lesquels on avance, on travaille. Et le simple fait, je pense, même de se poser la question et de partager sur des retours d'expérience, déjà, ça a de la valeur. Pas d'autres questions? Okay, bon. Merci Guillaume. Merci.